Au XVIIIe siècle, la Bretagne était le royaume des contrebandiers. Entre les guerres avec l'Angleterre, les taxes royales écrasantes sur le sel, le tabac et l'eau-de-vie, toute une économie parallèle s'était développée le long de ces côtes hostiles. Les hommes qui pratiquaient ce commerce illicite n'étaient pas de simples criminels, c'étaient des marins audacieux qui connaissaient chaque anse, chaque grotte, chaque passage secret creusé par les vagues dans le granit breton. Parmi ces contrebandiers, une bande se distinguait particulièrement, celle de Côte-Meur, menée par un certain Jean-Marie Le Goff, que l'on surnommait le loup des marais. Cet homme connaissait la mer comme personne. On racontait qu'il pouvait naviguer les yeux fermés dans le brouillard le plus épais, guidé uniquement par le son des vagues contre les rochers. 20 ans, fortune immense, la bande prospéra. Ils interceptaient les navires marchands, faisaient commerce avec les Anglais malgré la guerre, revendaient leurs marchandises dans tout le royaume. Mais Le Goff était prudent. Il ne gardait jamais son trésor au même endroit. La côte bretonne est truffée de grottes marines, certaines accessibles uniquement à marée basse, d'autres cachées derrière des passages si étroits qu'un seul homme peut à peine s'y glisser. C'est dans ces cathédrales naturelles, sculptées par l'océan pendant des millénaires, que les contrebandiers dissimulaient leur butin. La légende raconte que Le Goff utilisait un système ingénieux. Il marquait ses caches avec des pierres gravées de symboles que seuls ces hommes pouvaient comprendre. Une encre inversée signifiait tabac. Une étoile à 7 branches désignait pièce d'or. Et ainsi de suite, novembre 69, piège fatal des douaniers. Lors d'un débarquement près de la pointe du Raz, une fusillade éclata. La moitié de la bande fut capturée ou tuée. Le Goff, blessé, parvint à s'échapper avec 3 de ses hommes de confiance et ce qui restait du trésor, une fortune en or espagnol, en bijoux hollandais et en pierres précieuses. Traqués par les soldats du roi, ils se réfugièrent dans une grotte qu'ils connaissaient bien, la grotte de Morgat, disent certains, ou peut être celle de Menéhomme, selon d'autres versions. Là, alors que le sang coulait de sa blessure, Le Goff fit jurer à ses compagnons de ne jamais révéler l'emplacement du trésor avant que les temps changent. Jean-Marie Le Goff mourut de ses blessures 3 jours plus tard, dans une ferme isolée où une veuve compatissante l'avait recueilli. Ses 3 compagnons furent arrêtés quelques semaines après. 2 moururent au bagne sans jamais parler. Le 3e, François Kerdraon, fut libéré 15 ans plus tard, vieilli et brisé. On raconte qu'il retourna sur la côte, cherchant désespérément à se rappeler l'emplacement exact de la cache, mais 15 années de bagne avaient effacé sa mémoire. Il errait le long des falaises, scrutant chaque grotte, chaque anfractuosité. Les gens du village le prenaient pour un fou. Une nuit de pleine lune, on le retrouva mort au pied d'une falaise, près de la pointe de Penhir. Dans sa main crispée, il tenait un morceau de granit gravé d'une encre inversée. L'héritage de la légende depuis, le trésor des contrebandiers de Côte-Meur, n'a jamais été retrouvé. Des générations de chercheurs ont exploré les grottes marines de Bretagne. Certains affirment avoir trouvé des pièces isolées, des fragments de ce qui aurait pu être le butin, mais le trésor principal, si tant est qu'il existe, dort toujours quelque part dans les entrailles de granit de la côte bretonne. Les vieux marins vous diront que, par les nuits de tempête, on peut encore entendre le Goff qui appelle ses hommes, guidant les esprits des contrebandiers morts vers leurs trésors cachés. Et si vous trouvez une pierre gravée d'étranges symboles le long de ces côtes, peut être, tenez-vous entre vos mains, la clé d'une fortune oubliée.